Bonsoir, merci Simon, bonsoir à toutes et tous et bienvenue au hangar 41 à Sion, de même qu'aux auditeurs de Rhône FM pour ce débat en commun organisé par le Nouvelliste et Rhône FM donc, et donc dédié au deuxième tour de l'élection au Conseil des États. Alors nous avons réuni ce soir ici en direct et en public Marianne Marais, conseillère d'État sortante et candidate du centre. Bonsoir. Conseillère aux États, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Béat Rider, conseiller aux États, doublement sortant et candidat du centre lui aussi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis, en quelque sorte, le challenger, Philippe Nantermo, conseiller national, lui, et candidat du PLR. Philippe Nantermo, bonsoir. Bonsoir. Cela fait 166 ans, depuis 1857, que les deux sièges dévolus au Valais à la Chambre des cantons sont occupés par le centre ou l'ex-PDC. C'est unique en Suisse actuellement. Philippe Nantermo, vous voulez que ça change, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Dans le Confédéré, vous avez expliqué qu'il faut voter Rider-Nantermo. Qu'est-ce que vous avez contre Marianne Marais ? Alors bonsoir, écoutez, j'ai rien contre Madame Marais en tant que personne. J'estime par contre que la diversité, le pluralisme en politique, c'est une des recettes du succès de la Suisse, puisque nulle part on ne décide à un seul parti. Et nous sommes la dernière exception en Suisse, le Valais, à envoyer deux élus d'un même parti, un seul parti qui doit représenter l'ensemble des Valaisannes et des Valaisans à Berne. Et ce que nous proposons ici, c'est une alternative, c'est une possibilité d'avoir un pluralisme dans les idées aussi représentés au Conseil des États. Et pourquoi pas Marais-Nantermo? Parce que nous ne contestons pas. C'est 75% de la population valaisanne, et puis M. Rider, il reste à Villers. Quand bien même on m'a dit que j'avais fortement progressé en allemand, j'estime encore pas être trop valaisan. Et dans ce sens-là, nous ne contestons pas le droit pour la cohésion du canton des Hauts-Valaisans à avoir un siège. M. Rider est là depuis 8 ans. Et dans le fond, c'est le siège du Valais roman qui est en jeu dans cette élection, puisque le troisième que je suis était un valaisan roman. Pour être élu au deuxième tour au Conseil des États, il faut des alliés. Vos alliés à vous, Philippe Nantermo, c'est l'UDC du Haut et Jean-Luc Ador. Pourquoi vous, Jean-Luc Ador, n'avez pas réussi à convaincre l'UDC du Valais roman de soutenir Nantermo? Alors, il faut lui poser la question. Non, mais vous aurez bien essayé de négocier quelque chose. Non, je n'ai rien négocié, ni avec les UDC du Haut, ni avec les UDC du Bas, ni avec personne d'ailleurs. Je crois que dans une élection, on se présente avec ses idées, avec son projet. Les gens élisent en fonction de leurs convictions. Et je crois que la possibilité de gagner dimanche ne dépend pas d'alliances dans des carnets de C. Alors pourquoi l'UDC du Bas ne vous a pas soutenu? Il faut leur demander. Je crois qu'il y a un historique, des guerres de partis. Et dans le fond, ça ne fait pas de mal de partir dans un deuxième tour où plutôt qu'avoir des appareils de partis qui font campagne, on a des gens. Être soutenu que par l'UDC du Haut, ça vous enlève les voix de gauche définitivement? J'espère pas. On verra dimanche. Marianne Marais, vous êtes soutenue par les femmes socialistes pour le deuxième tour. Même question à l'envers, les voix de droite des conservateurs qui ne vont pas voter Marianne Marais. Écoutez, je pourrais vous faire la même réponse qu'a fait Philippe Nantermo, à savoir que j'ai reçu un message m'apprenant que j'allais être soutenue par les femmes socialistes. Alors, pas de téléphone, pas de discussion, rien. Sérieusement, j'ai reçu un message et encore un direct. Quelqu'un m'a dit, vraisemblablement, les femmes socialistes vont te soutenir. Voilà. Alors moi, je prends parce que je suis ravie d'être soutenue par les femmes. Les femmes socialistes, ce n'était pas le cas la dernière fois et je pense que c'est un message positif. Solidarité femmes qui ne donne pas de mot d'ordre, ça vous a surpris? Si, elles ont donné un mot d'ordre, elles ont fait un communiqué de presse, mais apparemment, il a passé sous vos papiers. Sous vos papiers, d'accord. Non, effectivement, Solidarité femmes a effectivement donné une consigne de vote en faveur de Marianne Marais. Marianne Marais, justement, comme d'autres, et notamment votre président de parti, Joachim Rosis, vous vous êtes quand même un peu posé la question de l'utilité, dira-t-on, de ce deuxième tour. On a pu lire aujourd'hui dans le Nouvelliste, sous la plume de Fernand Mariettan, qu'il est dans l'ordre des choses que les minorités ne se résignent pas en acceptant une élection tacite. Alors, comment vous réagissez à ces propos, ou ces écrits plutôt, de Fernand Mariettan? Est-ce que ce deuxième tour, pourquoi vous le remettez en cause d'une certaine manière? Alors, je l'ai remis en cause le dimanche. C'est vrai que, vu l'avance que j'avais, il faut le dire franchement, ça m'a donné des ailes et je me suis dit mais c'est incroyable, j'étais très très surprise, positivement surprise par le résultat que j'ai fait et j'arrivais pas tellement à donner du sens à la démarche de Philippe Nantermo. Mais à tête reposée, et je l'ai dit au Nouvelliste du reste, à M. Franière lors de l'interview, je trouve que ce deuxième tour est légitime. Je tiens aussi à préciser que lorsqu'on fait une campagne pour le Conseil des États, on se prépare psychologiquement, en termes de communication, en termes de campagne globalement, à vivre deux tours. Ça, c'est une évidence. Mais là, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de surprise, mais finalement, je l'apprécie, ce deuxième tour. Donc vous êtes contente d'être ici avec nous ce soir, j'imagine. Mais oui, c'est ça.
L'un des arguments du centre, et là je vais me tourner vers Béatre Rieder, l'un des arguments du centre pour justifier sa mainmise sur les 2 sièges du centre justement au Conseil des États, c'est de dire qu'il faut parler d'une même voix. Béatre Rieder, est-ce que Marianne Marais est votre réplique, votre double ? Non, je ne pense pas. On n'est pas des clones, on est des personnages individuels, mais sur le thème qui s'intéresse au canton de Valais, on parle avec une voix, hein, je pense, sur tous les thèmes essentiels que les cantons de Valais ont. On a fait les votes doubles et je pense que le mécanisme du Conseil aux États n'est pas tellement bien connu. Vous devez vraiment, premièrement, convaincre votre groupe pour aller dans le sens d'un canton. Et notre groupe est tellement fort, quand vous avez cette groupe, vous avez très facilement une alliance avec les autres groupes et à la fin, vous avez un résultat positif. Et le bilan de nous deux dans les derniers 4 ans le montre. Mais ça veut dire que tout seul, vous n'êtes pas en mesure de convaincre votre groupe, il faut être 2. C'est bien clair. Quand vous êtes 2, vous convaincus, vous avez deux voix, vous avez quand même un certain poids. C'est le seul canton qui a dans notre groupe 2 voix et je pense c'est écouté. Je pense aussi qu'à la fin, on a des autres liens dans le Conseil aux États. Elle a beaucoup de relations avec des femmes. Moi, j'ai beaucoup de relations avec le PLR et avec les autres. Alors, on trouve la majorité pour le problème du Valais. Philippe Nantermo, vous, quand vous parlez du Conseil des États, vous êtes assez direct dans le Nouvelliste. Vous parlez de nonchalance. Vous parlez d'un Conseil des États qui ne connaît plus le débat contradictoire. Pour vous, le mécanisme qu'explique Béatre Rieder, c'est aujourd'hui un point faible de la politique suisse ? Bon, d'abord, le Conseil des États est aussi un parlement. Je sais que les conseillers aux États regardent un peu de haut ce qui se passe au Conseil national, mais tout de même, c'est aussi une chambre de délibération. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare que le Conseil des États termine ses débats à 14h, à midi, même parfois, quand nous terminons à 19h, alors que des sujets qui sont des sujets de première importance liés aux primes maladie, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, n'ont même pas été débattus, ont été rejetés. Je prendrai un exemple, un vote concernant le prix des médicaments, accepté à 170 voix au Conseil national, qui n'est même pas discuté au Conseil des États. Et je crois que c'est une forme de nonchalance quand on sait qu'ensuite les Suisses doivent subir des hausses de primes inacceptables. On va débattre de la santé tout à l'heure sur la nonchalance du Conseil des États. Béatre Rieder. Voilà. Je dis, quand M. Nantermo dit ça, il n'a aucune connaissance du fonctionnement du Conseil aux États. Vous n'êtes pas nonchalant. Alors, non. On prouve Pourquoi arrêter aussi vite les séances alors ? On prouve les motions, on prouve les propositions du Conseil national exactement, et on élimine beaucoup de fautes du Conseil national. Mais quand vous avez une motion, ça vient premièrement dans la commission. Et dans la commission, c'est discuté à fond. Et quand la commission les refuse, et tu ne trouves pas une minorité qui soutient cette proposition, ça va être discuté dans les plénums pendant 5 minutes par les rapporteurs et après c'est fini. Malheureusement, il y a beaucoup de propositions, aussi de M. Nantermo, qui n'ont pas trouvé la majorité dans la commission, qui n'ont même pas trouvé une minorité qui a soutenu cette proposition. Donc c'est la commission qui est importante. On discute à fond le thème et dans le plénum, on rapporte. Oui, j'aimerais quand même préciser que tous les observateurs confirment que le Conseil des États est devenu malheureusement la chambre des lobbies, en particulier dans le domaine de la santé. Les membres du Conseil des États, et en particulier du centre, dans la commission de la santé, sont aujourd'hui des lobbyistes finis pour les assureurs maladie, pour tous les fournisseurs de prestations. Ils se sont opposés à un grand nombre de propositions ces dernières années. Je me réjouis que Mme Marais les rejoint, et pour être une femme, si elle est toujours élue le dimanche prochain, qui ne représente pas des lobbies, je l'espère. Mais c'est le grand problème qu'on a au Conseil des États, c'est qu'ils considèrent que des règles tacites entre eux justifient de faire n'importe quoi, alors que ça reste un Parlement. Et je crois que les idées et les questions qui sont posées au Conseil des États méritent de vrais débats, comme on les a au Conseil national. Marianne Marais, c'est pas en commission qu'on fait la politique, c'est en plénum. Alors, effectivement, j'ai l'impression que M. Nantermo ne connaît pas forcément les codes tacites du Conseil des États, à savoir que, d'une part, comme l'a dit M. Rieder, lorsque une commission refuse tacitement un texte qui vient du Conseil national, le débat ne peut pas être ouvert. Mais j'aimerais quand même relever que si M. Nantermo, par rapport à ce texte-là, avait trouvé des soutiens dans sa commission émanant de son parti, il y aurait eu une minorité. Et là, il y aurait eu débat. Et puis j'aimerais juste ajouter...
Jusqu'à maintenant, c'était possible quand même avec des alliances à l'intérieur du parti. Et puis j'aimerais ajouter par rapport au fait qu'on finit, oui, assez souvent à midi, alors que la fin des débats est prévue à 13h. 2 éléments par rapport à ça. Premièrement, nous ne sommes que 46, donc évidemment que le temps utilisé pour parler est moins long. Deuxièmement, chez nous, il y a quand même des codes tacites qui font que tu ne dois pas prendre la parole pour redire ce qui a déjà été dit. C'est très mal vu si tu le fais. On ne va pas débattre pendant un quart d'heure de la fonctionnement du Conseil des États. Juste, si on revient sur votre slogan, Béatrice Rider et Marianne Marais, une voix à Berne, on a fait le décompte avec le questionnaire SmartVote. 30% des questions, vous n'êtes soit pas du tout d'accord, soit pas vraiment d'accord l'un et l'autre. Quand on a 30% des questions SmartVote où vous n'êtes pas du même avis, est-ce qu'on peut dire qu'on est du même parti? Béatrice Rider, Marianne Marais. Je peux répondre à cette question. Je pense SmartVote a 70 à 80 questions. Plutôt de manière générale, manière sociale, société. Aucune question sur les cantons, aucune question sur les financements des cantons, aucune question sur les intérêts du canton, aucune question sur le fédéralisme du canton. Et sur certaines questions sociales, société, on a des autres opinions. Mais dans les centres des thèmes valaisans, on est toujours réunis. Et une petite réponse à M. Nantermo. Dans les 2 commissions santé, on a 96 mandats. Plusieurs millions. Moi, j'ai fait les lois pour éviter ça. Moi, j'ai fait les lois pour écraser un peu le lobbyisme. Mais la plupart du lobbyisme est dans la commission du Conseil national. 2/3 de ces 96 mandats sont dans les commissions nationales. Et ce n'est pas seulement un problème du Conseil aux États, plutôt du Conseil national. Philippe Nantermo, si on fait un SmartVote des questions que valaisannes, les 8 sont d'accord, vous êtes tous d'accord. Je suppose qu'on est d'accord, mais vous savez, on ne va pas à Berne que pour être des espèces de conseillers d'État en voyage à Berne. On va à Berne pour traiter de sujets qui concernent tous les Valaisans. Et c'est ce que je reproche un peu aux nouvellistes. Souvent, vous vous intéressez à la politique fédérale uniquement quand elle concerne le loup, les barrages ou éventuellement la raclette. Ce sont des sujets importants, mais les Valaisans touchent aussi l'AVS. Les Valaisans sont concernés aussi par les primes maladie. Et sur ces sujets-là, le Conseil des États a été très mauvais ces dernières années. Pendant 4 ans, ils ont laissé dormir le projet du financement uniforme des soins. Pendant 3 ans, il a fallu retravailler le projet de LPP complètement à zéro parce que le Conseil des États a fait n'importe quoi sur le sujet. Et j'aimerais finir par répondre à M. Rider. Peut-être bien que la plupart des mandats sont au Conseil national, mais les mandats qui comptent, ceux qui sont bien payés, par exemple, à la tête des assureurs maladie, sont au Conseil des États et pas au Conseil national. Alors, on va partir maintenant sur des questions de fond. Justement, on a abordé la question de la santé à quelques reprises. Enfin, on l'a effleuré, Philippe Nantermo. Eh bien, c'est justement avec ce point-là que nous allons débuter. Les coûts de la santé, les primes maladie. Philippe Nantermo, vous déplorez, vous l'avez dit, que le Conseil des États se soit opposé à plusieurs de vos propositions sur les apportations parallèles, les réserves des caisses maladie, le prix des prestations médicales, sauf erreur. Alors, Béatrice Rider, vous l'avez relevé avant, tout ça, ça n'a pas passé le cap des commissions. C'est pour ça que le Conseil des États s'est opposé à ces propositions, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que finalement au plénum, ça ne passe pas non plus? Écoutez, j'ai déjà dit au Conseil aux États, on discute sur la santé chaque session pendant 100 heures. On discute une centaine de propositions et le résultat est nul. Pourquoi? C'est un secteur de 95 milliards. Et dans ce secteur, on a beaucoup des intérêts. Et les intérêts sont dans les commissions. Quand vous n'évitez pas les conflits d'intérêts dans les commissions, vous avez déjà beaucoup de problèmes. J'ai essayé ça, malheureusement, à décembre 22, ce n'était pas accepté cette loi pour éviter ça. Deuxième point, on a beaucoup de solutions sur la table, mais vous ne trouvez pas la solution dans les plénums parce que les intérêts vient aussi dans les plénums. Et maintenant, chacun de nous a des modifications. Moi aussi, on pourrait tenter ça, mais à la fin, vous devez gagner la majorité. Et je pense vraiment, pour la santé, on doit aller à la source. Et la source, c'est vraiment ces conflits d'intérêts immenses. Imaginez-vous ça, 96 mandats dans 2 commissions. C'est incroyable. Vous défendez en même temps les hôpitaux, les médecins, les patients, les assurances maladie, c'est impossible. Mais on a des solutions, de petites solutions, et mon parti a fait une initiative, une frein, quasiment comme une frein des dettes, un frein contre le coût
de la santé. Et je pense que c'est un bon instrument pour, après, faire des mesures concrètes. Mais si on prend par exemple le cas des importations parallèles de médicaments, sauf erreur génériques, en provenance de l'Union européenne, pourquoi ne pas aller dans cette direction ? J'aimerais quand même expliquer comment ça s'est passé au national. Moi, j'ai été élu en 2015. Ça a été la deuxième proposition que j'ai faite, c'est d'autoriser les importations parallèles de médicaments, parce que c'est inacceptable de payer en Suisse 50 fois plus cher le même médicament qu'en France. Je me suis battu. D'abord, j'ai perdu au national. Je suis revenu une deuxième fois. Le Conseil fédéral était contre. J'ai été convaincu groupe après groupe, l'un après l'autre. J'ai fini par faire environ 170 voix sur 200 au national. Ça passe aux États. Dans la commission, il y a quelqu'un qui accepte. Ça passe au plénum. Il n'y a personne qui fait ce travail de lobbying. Si je vais à Berne, ce n'est pas uniquement pour respecter les règles du Conseil des États. Ça n'a aucun intérêt. Si je vais à Berne, c'est pour défendre un programme, un projet qui est intéressant pour les Valaisans et pour l'ensemble du peuple suisse. Alors, sur ce point précis, les importations parallèles, par exemple, Marianne Marais, est-ce que vous étiez favorable à cette proposition de Philippe Nantermo ? Oui, alors je tiens à dire que, comme l'a relevé très élégamment Philippe Nantermo, je n'ai aucun fil à la patte en termes de santé et je me réjouis vraiment d'avoir rejoint la commission de la santé. J'ai soutenu la proposition de M. Nantermo, mais nous avons été minorisés parce que, franchement, personnellement, je trouvais qu'elle était pleine de sens. Et là, à nouveau, on sent le lobby des pharma qui, pour des raisons que je qualifierais d'absconses, ont eu du poids et ont réussi à faire que ça a été refusé chez nous, et je le déplore. Vous étiez favorable, Béatrice, à la proposition d'Antermo aussi? Vous étiez aussi favorable aux propositions d'Antermo ou pas? Oui, avec les médicaments, on a un problème, c'est clair. On ne fait pas beaucoup de poids ni l'un ni l'autre à Berne. Mais écoutez, c'est une proposition qui vient, pâche dans le plénum. Ça vient... Si, elle est venue dans le plénum. Premièrement dans la commission, après c'est négatif dans la commission, après dans le plénum, et quand le plénum est contre, c'est contre. Vous devez trouver des alliances qui tiennent. Et malheureusement, les propositions de M. Nantermo n'ont pas trouvé des majorités, même dans son propre parti. Raison pour laquelle j'aimerais aller au Conseil des États, tout simplement, pour faire ces alliances. Vous soutenez l'initiative PDC, Philippe Nantermo? Vous soutenez l'initiative PDC de réduire les coûts, Philippe Nantermo? Non, pas sous cette forme-là, parce qu'elle n'apporte aucune solution concrète. Mais si on vient avec la viande autour du squelette, si on vient nous expliquer comment on fera baisser les coûts, j'y serais totalement favorable. D'ailleurs, heureusement, on a réussi à adopter 2 paquets de mesures qui sont en partie d'ailleurs proposés par les démocrates chrétiens. Il y a quand même maintenant une énorme lassitude par rapport à ces primes maladie en particulier. On a encaissé le choc de l'annonce de la fin septembre avec des hausses conséquentes qui vont peser sur les budgets de tout le monde, en particulier de la classe moyenne. Est-ce que de guerre lasse, il n'y a pas une quasi-certitude qu'au final, le projet de caisse unique qui remonte à la surface, Marianne Marais, que ce projet de caisse unique finalement finisse par passer la rampe? Oui, je vais rester un petit instant sur l'initiative du centre, pas PDC, pas des démocrates chrétiens. Mettez-vous à la page, messieurs, c'est le centre. Je vais rester quelques instants sur l'initiative du centre pour dire 2 choses. D'abord, elle a le mérite d'exister. Et elle a été déposée à l'époque par notre parti, alors que quasi aucun autre parti ne se préoccupait des coûts de la santé, parce que ça remonte. Et ça, je tiens à le dire. Deuxièmement, de dire qu'elle est floue. Certes, il y a des éléments qui pourraient être précisés, mais c'est le propre d'une initiative. C'est lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'on la met en œuvre, on précise les éléments. Et elle a le mérite de fixer des obligations liées au fait que les primes ne peuvent pas augmenter de manière supérieure à l'augmentation des salaires, ou dans une très faible mesure. Pour moi, elle est très claire et elle mérite d'être soutenue. Cela étant, pour répondre à votre question, à la question de la caisse unique, alors oui, on s'y achemine, il ne faut pas se voiler la face, parce que la population, elle n'en peut plus. Elle souffre. La population souffre, on doit l'entendre, et nous, on pétouille à Berne, M. Nantermo a raison. On pétouille. Alors, je peux rassurer M. Nantermo, nous avons terminé aujourd'hui la loi sur le financement uniforme des soins, en reprenant la plupart des propositions du Conseil national, qui étaient bonnes, je tiens à le dire. Ceci étant dit, pour la caisse unique. Alors, moi, je ne suis pas totalement fermée, parce que je pense qu'on doit trouver des solutions. Et j'aime bien la proposition de Pierre Maudet, nouvellement conseiller d'État à Genève, ou renouvellement, qui propose de faire un test, un pilote, avec son canton, avec une caisse unique cantonale, pour en analyser les forces et les faiblesses,
et pouvoir dupliquer au niveau national ce projet s'il fonctionne. Et moi, je ne suis pas complètement fermée à ça parce que je pense qu'on peut pas continuer comme ça. Rapidement, vous êtes fermé à ça ou pas? Philippe Dantermont, Béatrice Dair, après on passe au deuxième sujet. Mais sur une caisse publique cantonale, je ne suis pas fondamentalement opposé. On verra ce qui se passe à Genève. Mais le problème, c'est que le problème n'est pas dans la caisse, le problème est dans les coûts de la santé. Nous avons en Suisse 270 hôpitaux. En Suède, pour une population plus grande, sur un territoire plus grand, ils en ont 60 avec un meilleur système de santé plus efficace. On perd en efficacité. On a des coûts de médicaments trop élevés. Le problème est dans les dépenses, il n'est pas dans la manière de gérer le système. Le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on vient avec une proposition, elle finit par être torpillée, réduite comme peau de chagrin, et on finit par voter des mesurettes qui n'ont pas d'effet sur les primes. Pour une caisse cantonale unique, publique? Écoutez, je suis sceptique pour une caisse unique, je suis contre, mais je laisse le Genevois essayer ça. Je vais voir si les Genevois, à la fin, avec une caisse unique, vont moins aux médecins, moins à l'hôpital, moins consommer les médicaments. Je ne suis pas sûr. Et je ne pense pas qu'une caisse unique, avec exclure un certain marché, va être la meilleure solution. Deuxième thème de la soirée, on a pris nos thèmes en fonction du sondage qu'on a fait les médias valaisans par rapport aux priorités des Valaisans. Première priorité, c'était la santé. Deuxième priorité, c'est l'immigration. Peut-être une question générale à vous trois. Aujourd'hui, cette campagne a démontré que le thème de l'immigration était le thème de l'UDC. Vos partis respectifs sont trop compliqués sur l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là ou vous n'êtes pas d'accord avec ce constat-là? Philippe Dantermont. Vous avez raison sur le fait que nous sommes trop compliqués sur l'immigration, et je vous répondrai que le problème, c'est que l'immigration est un problème compliqué. Nous avons d'une part la libre circulation des personnes dont dépendent tous nos accords bilatéraux avec l'Union européenne et qui reprend une grande partie de la question migratoire. Et puis en face, il y a la question de l'asile, qui est un autre problème sur lequel nous avons une position claire. C'est une politique ferme mais juste, comme on l'a appelé, d'une stricte application des lois et des accords internationaux que nous avons, ce qui signifie aussi d'être un peu plus strict que nous le sommes aujourd'hui en Suisse. En Valais, on l'est passablement, mais ce n'est pas le cas dans tous les cantons. Et je crois qu'on doit aujourd'hui trouver des bonnes réformes pour la population. Le grand problème dans la question migratoire, c'est le problème de la main-d'œuvre. On sait qu'à court ou moyen terme, on manque cruellement de main-d'œuvre dans un grand nombre d'activités. Et pour cela, on doit trouver des solutions pour mieux mettre en valeur la main-d'œuvre suisse, avoir les femmes plus impliquées sur le marché du travail, lutter contre le recours systématique au temps partiel. Ce sont des mesures qui doivent permettre aux gens de travailler davantage et d'avoir moins cet appel d'air vis-à-vis de l'étranger. Vos solutions à vous pour être moins compliquées? Vous êtes d'accord sur le constat du trop compliqué? Je suis absolument d'accord sur le trop compliqué et je n'ai pas franchement de solution, je dois bien l'avouer. Pas de solution. Béatrice Dair? Moi, je pense... Qu'est-ce qu'il faut changer? Il y a deux points. Alors, quand vous regardez le Valais, le tourisme, les hôpitaux, les chantiers sans des étrangers s'arrêtent partout. Hein. Ça, c'est la vérité. Alors, on a besoin des travailleurs des pays européens. On doit trouver des moyens de faire une migration ciblée. Deuxième point, c'est le problème d'asile. Et là-bas, on est vraiment mal placé. On n'est pas assez dur à faire le lien entre l'aide au développement et des accords migratoires. On doit absolument faire le lien entre cette aide développement, c'est 4-5 milliards chaque année, et ce pays doit accepter aussi de faire des contrats migratoires. Et comme ça, on pourrait aussi examiner le cas d'asile dans ces pays-là avant qu'ils viennent avec un chemin dangereux jusqu'à l'Europe. Et on doit absolument changer ce système d'asile qui crée beaucoup de morts dans la Méditerranée, dans les Sahel. Ça, c'est une idiotique complète. On doit absolument changer ce système et je suis pour faire ça directement. Des centres de requérants hors de la Suisse, quoi. C'est ça? Hors de la Suisse. Ce n'est pas une invention de moi. Ça, c'est la nouvelle... Ouais, je pense, les nouveaux chemins dans cette cruel secteur de la migration de l'Afrique et de l'Asie. Je pense que c'est impératif qu'on doit faire ça. Imaginez-vous, l'Europe a cette année reçu 1 million. C'est incroyable, les chiffres. On doit faire quelque chose là-bas, dans ce sens. Marianne Marais, c'est justement une des questions qui vous oppose à Béatrice Dair. Vous n'êtes pas favorable à ces centres hors de l'Europe selon votre Smart Vote. Pourquoi vous n'êtes pas favorable, vous ? Alors tout d'abord, dire que la Suisse ne peut pas régler le problème d'asile toute seule. Nous ne vivons pas sur une île. Ces problèmes doivent être réglés au niveau européen.
Dublin, les accords Dublin 3, dans lesquels nous sommes actuellement, ne fonctionnent plus. Mais pourquoi être contre ces centres hors de la Suisse? Les accords Dublin ne fonctionnent plus précisément parce que les pays d'Europe qui sont censés accueillir au prorata de leur population des contingents ne respectent pas tous les règles. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est, on a vu hier, la première ministre italienne a décidé quoi? A passé un accord avec l'Albanie pour... L'Albanie, oui, je crois. Le Kosovo, je ne sais plus. Mais répondez à la question. Pourquoi vous êtes contre les centres hors de Suisse? Vous n'êtes pas du même avis que Béatrice là-dessus. Pourquoi vous êtes contre? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ces centres hors de Suisse parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit respecter la loi et que la loi, c'est-à-dire les accords Dublin, nous disent que nous devons accueillir à l'intérieur de l'Union européenne. Les requérants doivent être accueillis par les pays partenaires de l'accord Dublin. Et de les mettre ailleurs, par exemple dans des pays d'Afrique, je trouve que c'est pas correct parce que c'est déplacer le problème, mais le problème reste. Alors Philippe Dantermot, sur ce même thème, sur cette même question des centres hors de Suisse, là vous êtes plutôt proche de la position de Marianne Maret. Oui, mais d'abord j'aimerais dire que ce n'est pas correct ce qu'a dit Madame Maret. Il n'y a pas de contingent par pays pour les accords Dublin. Le principe Dublin, c'est vous êtes requérant d'asile dans le pays dans lequel vous entrez. Et c'est tout le problème de mettre des centres en dehors de l'Europe unilatéralement du point de vue de la Suisse. La Suisse, comme vous le savez, nous n'avons pas de frontières directes avec les pays de provenance de l'asile et en principe, grâce à Dublin, les requérants d'asile, les requêtes d'asile devraient se produire dans les pays frontaliers, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc., mais pas la Suisse. Si nous allons ouvrir des centres de requérants d'asile unilatéralement de là d'où vient l'asile, ça signifie qu'on crée une frontière directe dans ces pays-là. Alors, sur le principe, je peux être favorable avec l'idée d'avoir des centres d'accueil, des centres d'inscription à l'extérieur pour lutter contre les systèmes de passeurs et ces choses abominables contre lesquelles on aimerait tous lutter, mais pas unilatéralement. Si la Suisse le fait seule, elle se tire une balle dans le pied. Au contraire, les accords de Dublin nous permettent de ne pas avoir de multiples demandes d'asile dans chaque pays européen. Une personne refusée en Italie pourrait demander ensuite en Autriche, puis en Suisse, puis en Allemagne. Ces choses-là ne sont pas possibles. On doit lutter contre ce tourisme de l'asile. Le but, c'est d'offrir l'asile aux personnes qui fuient des persécutions et de ne pas devenir un système qui appelle des gens qui cherchent un asile économique. Mais aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne ne jouent pas le jeu. Et c'est là où il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on voit que l'Italie, maintenant, va faire des centres à l'extérieur de l'Union européenne. Parce qu'eux, ils sont en première ligne, justement. L'UDC ne veut pas d'une Suisse à 10 millions d'habitants. Est-ce que ça vous fait peur, une Suisse à 10 millions d'habitants, Béatrice Dair? Je pense avec 10 millions d'habitants, on va se créer beaucoup de problèmes, c'est clair. Le trafic, les appartements... l'aide sociale, c'est clair qu'on va charger la Suisse. Je ne sais pas si 10 millions est trop, je ne sais pas si 9 500 000 est trop, mais on doit stopper ça. Il faut stopper l'augmentation démographique. On doit être clair. Un pays comme la Suisse ne peut pas laisser faire une immigration sans cesse et sans limite. C'est impossible. Je pense aussi que la solution de faire des centres d'asile dans des pays tiers sûrs, c'est la seule possibilité pour l'Europe. C'est la seule. L'asile, c'est un petit pourcentage de personnes. Des milliers de morts dans ce chemin qui viennent d'Afrique. Et je pense que c'est vraiment maintenant clair. Aussi, l'Italie a fait les contrats avec l'Albanie. On doit faire de nouvelles chemins dans ce secteur. Autrement, on a vraiment des problèmes. Mais Schengen-Dublin est à la fin. Et vous disiez, Béatrice Dair, il y a quelques instants, que sans main-d'œuvre étrangère, la Suisse ne tournait pas. On manque de main-d'œuvre dans à peu près tous les secteurs. Et là, vous nous dites qu'on ne doit pas encore augmenter le nombre d'étrangers. Alors, comment on fait? J'ai bien différencié. On parle des États européens. On a besoin de gens qui travaillent chez nous. Mais on doit vraiment différencier ce problème avec le problème d'asile, qui vient maintenant de plus en plus grand. Alors, si on prend le personnel de soins, par exemple, on sait que tous les pays en manquent. Nous, en Suisse, on paye mieux. On va piquer les gens en France, en Belgique, ailleurs. On répercute le problème chez eux. Là aussi, on ne résout rien et on contribue à tourner en rond. Écoutez, peut-être vous n'avez pas entendu ce que je dis à la dernière session. On pique les docteurs dans tous les pays étrangers, mais nos étudiants doivent étudier à Roumanie, Hongrie, Tchèque, pour faire la médecin. Et ça, c'est le problème. On doit éliminer ces systèmes
des santé qui est totalement faux. Et c'est exactement là-bas qu'on a un problème. On doit remodifier ces systèmes. On doit exactement éviter, écraser les numerus clausus pour les Suisses. Et ça, c'est le problème. Et vous pouvez contourner ça toujours, mais à la fin, la Suisse doit maintenant, dans certains secteurs, se retrouver sur une base de gens qui travaillent, qui vivent en Suisse et qui travaillent en Suisse. Philippe Dantermo, il faut limiter l'augmentation démographique. Les 10 millions, ça vous fait peur? Les 9 millions, ça vous fait peur ou bien pas? Moi, j'ai pas peur sur un chiffre en particulier. On connaît des villes, des régions qui ont une densité plus grande que d'autres. D'ailleurs, c'est le cas à l'intérieur de la Suisse. Le problème, c'est la politique des moyens. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour avoir des infrastructures suffisantes pour accueillir une population plus importante en termes de transport, d'école. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, nous avons des transports publics, des transports privés aussi, des autoroutes qui croulent sous une demande trop forte. Les écoles ne suivent pas. On n'en parle même pas des crèches. Donc, tant qu'on n'arrive pas... Qu'est-ce qu'on fait alors? On limite l'immigration? Bon, je crois qu'il y a un besoin de trouver couper l'appel d'air. Et pour cela, on a besoin d'augmenter l'activité des Suisses et des Suissesses en Suisse. Je pense qu'on doit vraiment avoir des mesures fiscales pour encourager les gens à travailler à un taux supérieur que celui qui est actuel. Mais si les gens ne veulent pas travailler à 100%... Mais on ne forcera pas les gens à travailler à 100%. Mais voyez-vous, moi j'ai un problème avec des gens de 25 ans qui travaillent à 50% parce que c'est plus confortable, mais qui à la fin du mois demandent des subsides à l'assurance maladie. Pour moi, ça ne va pas. Et je pense qu'on peut vivre dans une société où chacun travaille au taux d'activité qui lui plaît. Par contre, il assume les conséquences de cela. Et on a un système quand même extraordinaire, en particulier dans le domaine de la santé, où vous avez des médecins formés qui coûtent 1 million de francs lors de leur formation et qui ensuite travaillent à temps très partiel lorsqu'ils sont en activité. Et ça, je crois que ça ne va pas. Alors on va aborder maintenant un troisième thème, celui du climat. Ouais. On va passer au terme du climat, Marianne Marais. J'aurais bien aimé m'exprimer sur la Suisse à 10 millions quand même. Vrai. Alors, parlons-y. Ce serait... je vais essayer de faire court. Moi, je pense qu'il y a vraiment une notion d'équilibre à respecter. Et aujourd'hui, on a une politique migratoire qui augmente vraiment, des phénomènes migratoires qui augmentent vraiment drastiquement depuis une année ou deux. Et moi, je comprends les peurs de la population. Je comprends parce qu'il faut vraiment toujours respecter les équilibres. Et pour être performant au niveau de l'accueil, au niveau de l'intégration des étrangers, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux pour qu'on puisse faire le travail comme il faut et pour qu'ils puissent s'intégrer. Et dans ce sens-là, je pense vraiment qu'il faut qu'on mette quand même des garde-fous. Et je rejoins M. Dantermo sur les mesures. Il faut inciter les Suisses à davantage travailler, mais peut-être aussi inciter les Suissesses à davantage travailler. Parce qu'en Suisse, on a un pourcentage de travail des femmes qui est bien inférieur au pourcentage de travail des femmes dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'incitatifs au niveau fiscal, il l'a dit, ça c'est sûr. Il n'y a pas assez d'incitatifs aussi au niveau des structures d'accueil de l'enfance, tant en termes de place qu'en termes financiers. On doit soutenir les parents aussi pour le placement des enfants. Et si on met des mesures de ce type-là et en soutenant aussi la réinsertion des femmes qui ont cessé de travailler, on a déjà répondu un petit bout à la question. Alors on va venir maintenant à la thématique du climat. C'est la troisième préoccupation des Valaisans et des Suisses d'ailleurs. Si les Verts, les écologistes ont reculé le 22 octobre, eh bien, cette préoccupation-là demeure quand même parmi les préoccupations prioritaires. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que les choses ne bougent pas assez vite. Vous, Philippe Dantermo, vous avez soutenu, mais je crois du bout des lèvres, la loi climat qui a été acceptée avec un horizon zéro net carbone en 2050. Pour vous... Je crois que vous l'avez dit récemment dans le Val d'Iserbourg, sauf erreur, vous ne ferez pas un pas de plus, donc vous ne répondez pas forcément aux préoccupations de la population là. Bon, je ne sais pas où vous avez vu que j'ai soutenu du bout des lèvres cette loi. Non, je l'ai soutenue franchement parce qu'elle est juste. Je ne fais pas un pas de plus ni un pas de moins. La Suisse a signé des accords, les accords de Paris, qui prévoient que tous les pays signataires doivent viser une augmentation maximale de 2 degrés, ce qui signifie, pour un pays comme la Suisse, le zéro net à l'horizon 2050. Et c'est ce que prévoit cette loi. Maintenant, on doit le mettre en œuvre. Alors, on le met en œuvre, grosso modo, par 3 moyens principaux, le remplacement des chauffages à mazout par des pompes à chaleur, l'électrification du parc de véhicules et troisièmement par les accords que nous sommes en train de signer pour pouvoir réaliser des infrastructures à l'étranger pour acheter des compensations carbone, ce qui nous permet en fait d'atteindre le zéro net. Et je crois que ce sont des bonnes solutions, ce sont des bonnes pistes qui nous permettront de remplir notre contrat parce que la Suisse respecte ses engagements sans en faire davantage. Alors vous êtes élu fédéral, le Valais lui vise la sortie, enfin le zéro net en 2040, Roberto Schmitt l'a affirmé, c'est utopique.
Écoutez, c'est le problème du canton, d'une certaine manière. Chaque canton a ses objectifs. Si on y parvient, tant mieux. Moi, je pense qu'on peut se donner comme objectif 2050. Il n'y a pas de raison d'être plus royaliste que le roi. Ça vaut pour les cantons en Suisse et pour moi, ça vaut pour la Suisse sur le plan international. La Suisse réduit ses émissions de CO2 depuis 30 ans. La Suisse fait ce travail depuis des années, continue à le faire et continuera à le faire. Mais je ne suis pas d'accord que nous payions pour tous les pays qui ne respectent pas leurs engagements, et il y en a une volée. Est-ce qu'on doit revenir au nucléaire? Est-ce qu'on doit rouvrir ce dossier du nucléaire? Alors vous posez la bonne question, parce que si on veut remplacer les chauffages à mazout par des pompes à chaleur et transformer le parc de véhicules, on aura besoin à l'horizon 2050 de 40 TWh, c'est 20 fois le barrage de la Grande Dixence, tout en fermant 4 centrales nucléaires, c'est impensable. Aujourd'hui, nous avons la plus vieille centrale nucléaire au monde avec Betznau. Je ne suis pas d'accord de la maintenir en activité jusqu'à ce qu'elle explose. Pour moi, on doit garder nos centrales nucléaires tant qu'on peut, mais on doit surtout en remplacer 2 par des centrales de dernière génération, plus sûres, qui produisent moins de déchets, et pour garantir d'avoir toujours une énergie abondante, de bonne qualité, sans émettre de CO2. Vous êtes d'accord avec ça, Marianne Marais? Il faut de nouvelles centrales nucléaires. Alors moi, je ne suis pas totalement fermée. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je ne suis pas totalement fermée aux centrales nucléaires. Néanmoins, je pense que c'est une utopie. Parce que, d'abord, la population en 2017 a décidé de ne plus construire de centrales nucléaires, il faut le dire. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait revenir sur une décision populaire qui date d'il y a peu. Hein. Et ensuite, on connaît les procédures liées à la construction d'une centrale nucléaire. Avant 30 ans, on n'a pas de centrale nucléaire. Donc, aujourd'hui, pour amener des réponses liées aux besoins supplémentaires en énergie propre, hein, pour qu'on puisse décarboner notre société, on doit aller à fond avec, entre autres, l'hydroélectrique et le photovoltaïque. Ça, c'est une certitude. On a maintenant 16 projets dans la loi sur la production, dans la loi sur l'approvisionnement énergétique. On a 16 projets qui seront portés en étant soutenus par des mesures très fortes qui aplaniront normalement, j'espère, les recours et qui permettront d'amener les réponses nécessaires. Ce sera suffisant, Béatrice Daire? Aller à fond avec l'énergie photovoltaïque. Je pense qu'on a beaucoup de plusieurs moyens. Maintenant, ça vient de conseil aux États, M. Nantermont. On a fait tous pour vraiment assurer l'approvisionnement d'énergie sur le plan de loi. Hein. C'est clair que les 4 centrales nucléaires vont rester au réseau jusqu'au moment qu'ils sont plus sûrs. C'est déjà fait. Le Conseil fédéral ne va jamais accepter qu'on prend une centrale nucléaire du réseau. Deuxième point, à court terme, on n'a pas de moyens de faire de nouvelles centrales nucléaires. Illusoire, ça dure 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 autres opinions, on a 2 possibilités. Le solaire et la force hydraulique. On a fait le solaire express, on a fait l'éolien, on a maintenant fait le loi de cadre pour les 16 œuvres du force hydraulique. Et maintenant, on doit mettre en place ces œuvres. Vous ne pouvez pas produire seulement quand vous écrivez des lois et vous acceptez après pas de mettre en force les œuvres. Et vous ne pouvez pas planifier des parcs solaires alpins, souterrains. Ça ne va pas. Souterrain, ça ne fonctionne pas. Vous devez le créer dans la nature. La même chose avec les 16 grandes forces hydrauliques. Gorner, le plus grand, le plus essentiel, le plus important, ce n'est pas souterrain. C'est à la fin de cette vallée, on les voit, et vous devez construire. Autrement, vous êtes totalement dépendant du central nucléaire français et du charbon d'Allemagne. Vous pouvez choisir ça, mais à la fin, un pays qui veut être indépendant doit avoir un approvisionnement d'énergie soi-même. Et je pense que ça, c'est la philosophie. Et pensez pas à des nouvelles centrales nucléaires. Regardez une fois dans les années 70-80, Kaiser Augst, ça vous dit quelque chose? On s'est battu, on s'est cassé la gueule pendant 20 ans pour un seul centrale nucléaire à Suisse allemande. Est-ce que vous croyez vraiment que maintenant c'est très facile de créer ça? Non, je pense que c'est le Valais qui pourrait faire vraiment là-bas la rôle la plus importante en Suisse. Philippe Nantermont, vaut mieux vous battre pour la ligne du Simplon que pour les centrales nucléaires? Je crois qu'on peut se battre pour les deux, de la même manière. C'est illusoire. D'abord, on est tous d'accord pour l'hydraulique et pour le solaire ici autour de cette table. Donc, je pense que ce point-là est réglé.
Mais les centrales nucléaires, alors oui, on peut regarder le passé, on peut regarder les années 70, on peut regarder 2017. Vous savez, ce ne serait pas la première fois que le peuple devrait voter 2 fois sur un même sujet, parce que parfois on se trompe. On s'est trompé, la stratégie énergétique 2050 est un fiasco. On nous a promis à l'époque que ça coûterait 40 francs de plus par ménage par année. Aujourd'hui, ça coûte 1000 francs de plus par ménage et par année, la facture d'électricité, donc ça vient bien de quelque part. Et si on veut parler du nucléaire, je suis d'accord, il faut 20 ans. Et ça me paraît même optimiste, selon certaines prévisions, pour créer une centrale nucléaire. C'est la meilleure raison pour laquelle il ne faut pas attendre et commencer la procédure tout de suite, parce qu'on en aura besoin à l'horizon 2050. On n'attend pas 2045 pour quelque chose dont on aura besoin en 2050, sachant qu'il faut 20 à 25 ans pour le produire. Il faut commencer aujourd'hui, mettre aujourd'hui sur la table un vrai projet, parce qu'on a adopté jusqu'ici une stratégie énergétique 2050 sans savoir où on allait, non plutôt en sachant où on allait, mais sans savoir comment y parvenir. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait inverser le système, se poser la question des moyens avant de se poser la question des objectifs. Rapidement, il faut commencer aujourd'hui. Projet de centrale nucléaire, oui, non? On doit commencer aujourd'hui avec le parc solaire alpin et Sur les avec centrales les nucléaires. grands forces hydrauliques. Parce Ça, on a que compris. là-bas, on a les moyens de faire maintenant ces trous qu'on a. Maintenant, les prochains 5 ans sont vraiment dangereux, hyper dangereux. Vous pouvez ouvrir ce débat avec le résultat qu'à 15 ans, 20 ans, vous avez une nouvelle centrale nucléaire. Vous pouvez faire ça. Mais moi, j'attends jusqu'à la preuve que tous les autres projets pour produire d'énergie sont vraiment bloqués par certains partis. Et dans ces cas-là, on doit très vite faire les tournées. C'est clair. Mais pour le moment, j'ai dit, on doit se vraiment concentrer sur ça qui est vraiment effectivement faisable dans les prochains 5 ans. Monsieur Rieder, il ne faut précisément pas attendre, parce qu'on est capable à la fois de réfléchir au solaire, à l'hydraulique et au nucléaire. Et j'aimerais quand même vous faire remarquer que si nous avons passé l'hiver passé et que nous passerons l'hiver prochain sans coupure d'électricité, c'est parce que nous avons encore 4 centrales nucléaires en activité et parce qu'on importe du courant nucléaire de France. Il faut ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est ça, une grande partie de la solution au problème. 60% de l'énergie de la Suisse vient de forces hydrauliques. Alors ça, c'est mais passez-vous des 40% restants pour voir ça. Alors on va passer la parole à Marianne Marais sur ce point-là encore. Oui, moi j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, pour amener les réponses en termes d'approvisionnement, on a toute une série de projets, ils ont été évoqués largement. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrête de s'opposer à tous les projets pour des raisons futiles. Il faut vraiment maintenant qu'on mette des priorités fortes et puis que la population prenne conscience que ces projets doivent être soutenus. Il faut faire une pesée d'intérêt, il faut faire des choix. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Mais à ce stade, on a déjà les projets photovoltaïques et surtout les projets hydrauliques qui pourront nous amener beaucoup de réponses. Béatrice Rieder, encore un mot sur les parcs solaires alpins. Vous venez d'en parler à plusieurs reprises. On sait que le Valais a refusé la simplification des procédures, pas les parcs solaires eux-mêmes, mais la simplification des procédures. Néanmoins, est-ce que le Valais n'a pas manqué le train du Solar Express ? Moi, je ne pense pas. Le Valais a décidé de ne pas accélérer les procédures. Maintenant, je vous avise que la Suisse va faire cette loi fédérale pour accélérer les procédures et pas le Valais. Et ça nous coûte 2 ans en Valais. Mais je pense aussi que ce n'est pas une loi qui octroie quelque chose. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Il y a des autres cantons qui ont aussi la possibilité de faire des installations. Et je vois qu'il y a des projets qui procèdent. Sur le chemin normal, aussi en Valais, dans le Haut-Valais, on a 3-4 qui vont normal. Et dans des autres cantons, on a des autres mesures, on a des autres procédures. Et ça va être certainement, dans certains côtés, on va avoir ces parcs solaires alpins. Et je pense que c'est faux de demander toujours au peuple de dire tout de suite oui. Non, le peuple peut décider, non, mais les conséquences sont toujours à pas oublier. Mais c'était une erreur, selon vous, de voter sur ce décret. D'autres cantons ont fait différemment. Le canton des Grisons, le canton de Berne, nous, le Valais, on a choisi la voie du décret. C'était une erreur de Roberto Schmitt. C'était la tâche du Conseil d'État et du Grand Conseil, et pas la tâche du député de Berne. Votre avis à vous, ils ont décidé, j'accepte la décision, et à la fin, le peuple a dit non, on ne veut pas accélérer, mais on n'a quand même pas vu que sur le plan fédéral, ces lois viennent. C'est un problème, mais pas le mien. C'est le problème du Conseil d'État. On a compris que vous n'allez pas prendre position sur le Conseil d'État valaisan ce soir. On va terminer avec une vision, la vision 2027. On a compris très clairement, Béatrice Rieder, que c'était votre dernière campagne
politique. On a compris un peu moins clairement, Marianne Marais, mais que c'était aussi votre dernière campagne politique. Philippe Dantermont laisse le doute, lui, il ne sait pas s'il arrête dans 2 ans, dans 4 ans, dans 8 ans. Voilà. On a lu pendant la campagne 2 visions. Béatrice Rider a dit, tant que je serai là, ce sera les Noirs et les Jaunes ensemble, ce ne sera pas les Noirs et l'UDC. Philippe Dantermont, dans l'interview du Nouvelliste, dit, je peux imaginer travailler avec l'UDC, pourquoi pas un ticket PLR-UDC dans 4 ans. Et Fernand Marieton, aujourd'hui, dans le Nouvelliste, dit, il serait temps que le PLR et le centre réfléchissent ensemble à l'avenir et pourquoi pas travailler en commun. Sous-entendu, pourquoi pas un ticket commun, le centre PLR dans 4 ans. J'aimerais entendre vos positions à vous, votre vision politique à vous pour le Valais ou la Suisse future de ça. Plutôt le centre UDC ou plutôt le centre PLR ou plutôt chacun pour soi. Mais sans langue de bois. Alors, je vais commencer. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on sait, en Valais, on est très versé dans ce domaine-là, que lorsqu'on fusionne de fanfares, on ne garde jamais le même nombre de musiciens. Donc, de fusionner 2 partis, à mon avis, c'est perdre de la force. Pas fusionner, mais les mettre sur la même liste. Oui, mais ça revient à peu ou près les mettre ensemble, ou faire campagne ensemble. À mon avis, c'est perdre de la force. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de vote, à Berne, en tout cas, le PLR et le centre ont une certaine proximité, il faut le dire. Philippe Dantermont. Écoutez, tant que pour le centre, la solution au Conseil des États, c'est le centre, et d'occuper les 2 sièges à Berne, il n'est pas envisageable pour nous de travailler ex-parti pour le Conseil des États. Nous prenons le pluralisme, la possibilité d'avoir un maximum de Valaisans représentés dans leurs idées. Aujourd'hui, nous avons un parti qui estime avoir un monopole, une espèce de droit constitutionnel à occuper 2 sièges. C'est la dernière exception suisse. Alors, tant que c'est comme ça, évidemment, nous travaillerons avec les autres minoritaires. C'est quand même le peuple qui élit. C'est quand même le peuple qui élit les conseillers aux États. C'est le peuple et c'est les partis Mais oui, mais c'est les partis qui proposent une alternative. Les gens sont libres de ne pas voter pour moi dimanche, ils sont libres de le faire aussi. Et par contre, dans une vraie démocratie, comme nous vivons une vraie démocratie en Valais, nous faisons la proposition d'une alternative, nous exprimons la possibilité d'avoir... Et à la fin, c'est le peuple qui choisit. Mais si le peuple, tant que le peuple choisit le centre et le centre, vous imaginez bien qu'un parti qui prône le pluralisme, qui prône la diversité des idées, ne peut pas aller sur cette liste, il n'y a que 2 places. À vous entendre, le peuple vote faux. Non, à m'entendre, le PDC, le centre, par une espèce d'arrogance, je pense, démocratique, qui depuis des décennies estime avoir un droit à occuper les 2 sièges, ne laisse pas la place pour ce pluralisme. Je serais tout à fait disposé à travailler à l'avenir avec le centre, comme nous allons le faire probablement au Conseil d'État, puisqu'il n'y a plus de majorité, puisque tous les partis importants sont représentés. Eh bien, à ce moment-là, on pourra discuter. Mais pour moi, le plus important, alors pour répondre à votre question sans langue de bois, c'est que nous ayons une droite bourgeoise forte. C'est ce que nous faisons à Berne, un centre presque droit avec une langue de bois, ça. Non, c'est pas une langue de bois. Il n'y a que 2 sièges. Donc une alliance PLR-UDC dans 4 ans est possible. Mais écoutez, je ne peux pas engager mon parti, mais à titre personnel, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Nous travaillons quotidiennement à Berne entre le centre, le PLR et l'UDC. C'est la majorité qui fait marcher ce pays depuis 150 ans et qui va continuer à le faire marcher. Et je ne vois pas pour quelle raison, en Valais, nous ne travaillerions pas non plus avec ces mêmes réflexions-là. Mais pour cela, il faut que dans les 3 partis, il y en ait un qui accepte de temps en temps de laisser une place. Béatrice Rider, les jaunes plutôt que l'UDC. Je dois quand même un peu sourire parce que c'est la 3e campagne. 2 fois, j'ai eu une liste de partis. Après, on nous a dit non, ça ne va pas, des listes de partis. On veut des listes uniques avec des personnalités. Le Valais doit choisir les personnalités. Après, maintenant, le premier tour de cette liste unique, on a pas mal des résultats, Marianne Marais et moi. Et maintenant, on dit oh, OK, non, c'est le parti qui est décisif. On doit changer encore le système. Moi, je pense que le Valais va choisir les 2 personnalités où il voit une certaine garantie pour défendre les intérêts du canton de Valais. Parce que le Conseil aux États n'est vraiment pas le redoublement du Conseil national. On doit vraiment trouver là-bas la position de défendre l'intérêt de ces cantons alpins. Merveilleux. Deuxième réponse. Moi, il me plaît la Suisse avec plusieurs partis. La gauche, la droite, le centre. Et ce n'est pas facile pour le PLR et ce n'est pas facile pour les centres être toujours dans cette sandwich entre la gauche et la droite. Mais ça, la démocratie, ça donne une stabilité. Et quand on chute de 3%, c'est déjà la catastrophe. Mais
c'est un signe que le système démocratique en Suisse joue et ça donne une stabilité énorme pour cette pays et je pense qu'on peut bien vivre avec ça. Alors 2027, on aura encore le temps d'en reparler. On va se concentrer sur 2023. Ce sera donc ce dimanche l'épilogue en Valais. Marianne Marais, Béatrice Der et Philippe Nantermo, merci d'avoir répondu à l'invitation conjointe de Rhône FM et du Nouvelliste. Nous vous donnons rendez-vous à tous dimanche sur nos supports respectifs pour vivre en direct donc ce dénouement des élections fédérales 2023 en Valais. Et puis nous parlerons bien sûr également de ce qui se passera ailleurs en Suisse romande. Il y a quand même des enjeux aussi ailleurs qu'en Valais. On pense à Genève, Vaud et Fribourg. Pour les autres cantons, Alémanique et le Tessin, ce sera dans 10 jours, le 19 novembre. Merci à vous, excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.